Amis des oscilloscopes, bonjour. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un oscilloscope Antec. Alors, il est vrai que je suis souvent considéré comme un anti-Antec primaire, mais en fait, pas vraiment. Je veux dire, enfin, j'ai pas comme ça, moi, d'a priori, sur une marque ou sur une autre. Ce qui est sûr, c'est que, jusqu'à présent, tous les matériels Antec que j'ai testés m'ont généralement déçu. Soit c'était un générateur qui était plein de bugs, soit une sonde qui, vraiment, c'est plutôt pas terrible. Mais bon, maintenant, je veux dire, faut pas non plus faire forcément une généralité. Je reconnais que j'ai pas testé tous les oscilloscopes Antec et que c'est vrai qu'ils offrent produits, on va dire, à des prix intéressants d'entrée de gamme. Et donc, suite à de nombreuses demandes, et je me suis dit, voilà, il faut être factuel, j'ai pu me procurer un oscilloscope Antec DSO 5202, un oscilloscope 2 voix 200 MHz. Et ben voilà, je vais en faire une revue, et puis je vais essayer d'être le plus factuel possible, et sans a priori, hein, bien sûr. Je vous propose de le découvrir ensemble, de faire quelques mesures, et ben voilà, de vous donner, comme je le fais sur tous les appareils, mon retour d'expérience, qu'il soit bon ou mauvais. Alors, on va faire déjà un petit unboxing. Donc, à l'intérieur de la boîte, que pour moi le fait, de façon assez classique, il est plutôt bien protégé. On retrouve le sempiternel cordon d'alimentation, deux sondes 200 MHz. Alors, à la limite, enfin, c'est pas gênant en soi, mais c'est vrai que, et c'est pas propre en texte, livrer des sondes 200 MHz en oscilloscope 200 MHz, bah, en fait, ça, normalement, la bande passante finale va être limitée dans la mesure où, je veux dire, voilà, c'est 200 MHz à moins 3 dB, donc ça limite forcément la bande passante. Mais enfin bon, ça à la limite, c'est pas propre en texte, c'est vrai que ça aurait été mieux de livrer des 250, mais enfin, c'est pas vraiment le problème. Ensuite, on a voilà, un petit certificat de calibration, la dock sur un mini CD, sachant qu'on peut bien sûr la télécharger facilement. Et l'appareil en lui-même, donc qui est, comme on peut le voir, alors il y a aussi autre chose, il y a le câble USB pour le brancher sur un PC, et derrière l'appareil en lui-même, bien protégé dans sa coque et dans un sac plastique, que je vous propose de découvrir. Alors, jetons un petit coup d'œil à cet appareil. On va, à la limite, tant que je le peux, là, on va regarder derrière. Derrière, en fait, c'est très très simple. Il n'y a rien d'autre à voir, d'autre que la prise USB. Il y a manifestement une ouverture pour une énergie 45, mais là qui n'est pas montée. Et le câble d'alimentation secteur. Alors si on regarde après, c'est un prix qui est quand même relativement lourd. Alors ce qui est plutôt un bon point, c'est que c'est un bouton de mise en route mécanique. Et ça, je préfère en règle générale. Bon là, il y a une protection sur l'écran que je vais pouvoir enlever. Voilà. Alors, donc 200 MHz, 1 giga sample seconde. Alors, encore une fois, c'est comme c'est souvent le cas, hein, c'est pas non plus propre en tech. C'est 1 giga sample sur une voix. Dès qu'on en utilise deux, déjà, ça divise par deux. De même que la mémoire de cet appareil est de 40 K échantillon. Mais pareil, pour les deux voix. Que quand on utilise deux voix, ben, ça sera 20 K par échantillon. Donc là, on trouve un certain nombre de touches de fonction qui sont ici, donc plus une qui bizarrement se trouve là. Pourquoi pas. Et sinon, bah, de façon classique, les deux entrées et une entrée trigger extérieure. Alors ce qui est aussi un bon point, c'est que chaque voix a ses propres commandes. Et ça, honnêtement, c'est du confort. C'est vrai que de plus en plus, maintenant, on voit des oscillos où il n'y a qu'un seul contrôle pour les voix verticales, et on doit toujours sélectionner d'abord la voix qu'on veut et ce qu'on veut faire. Et pour moi, c'est quand même un confort d'avoir contrôle séparé par voix. Bon, après, au niveau, je veux dire, contrôle, c'est ma foi plutôt standard. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien à redire. Les boutons c'est des boutons en silicone, qui sont agréables. Et bah, vu le poids de l'appareil, on peut quand même les manipuler. Voilà, l'appareil recule un peu, mais voilà, c'est quand même faisable. Et ça, c'est aussi important. Les boutons, alors certains sont cliquables. Voilà, par exemple tout cela. Par contre, toi, ces deux-là. Bon, pareil, c'est pas spécialement gênant. Et on retrouve la possibilité ici de mettre une clé USB pour pouvoir soit stocker des données, les formes d'ondes. On peut ici assez facilement voilà, faire Save to USB, ce qui correspond à faire un snapshot de l'écran sur la clé. Et ça, voilà, c'est plutôt bien.
Alors, avant de le démarrer, parlons un petit peu des sondes qui sont livrées avec. C'est des sondes, on va dire, vraiment, enfin, j'appelle ça les sondes standards chinoises. Le câble est souple, la qualité, comme ça, semble bonne. Donc, c'est des sondes avec, bien sûr, qu'il faut compenser, hein, grâce à un petit tournevis là qui est fourni avec. On voit qu'avec est fourni le petit tournevis. Les petits anneaux de couleur, pareil, là, ils sont fournis par défaut avec des codes rouges. Mais on a intérêt à mettre les petits anneaux qui correspondent aux couleurs là, de Channel. Et on peut voir que c'est de la sonde x10. Alors attention, il y a marqué 600 volts pic. Mais encore une fois, c'est pas quand même des sondes différentielles. Hein. Il est hors de question de mesurer le secteur directement avec ce genre de sonde. Donc voilà, je vais mettre justement les petits anneaux de couleur et puis on va brancher le scope et faire la première chose qu'il y a à faire, c'est compenser les sondes. Alors allons-y pour la première mise en route. Alors on est ici en route, donc de façon très classique, il y a un autotest, voilà, on voit que tous les trucs s'allument. Antec your Testing Solution Provider, voilà. Alors on peut noter deux choses. La première, c'est que ça démarre assez vite. Et ça, c'est ma foi plutôt bien. La seconde, c'est que... Alors, on entend le ventilo. C'est supportable. Mais c'est audible quand même. Bon, enfin, voilà. On va dire, comparé à d'autres, c'est ni meilleur ni pire là-dessus. Alors, on peut voir cet écran. Je dois être honnête. J'aime pas tellement, moi, le look de l'écran en général. Maintenant, ça, c'est beaucoup plus subjectif et les goûts et les couleurs. Que, je veux dire, enfin voilà, fonctionnellement, après, voilà, on aime, on n'aime pas. On peut très facilement télécharger la doc. Alors, je sais pas s'il y a une doc en français, j'ai trouvé une doc en anglais qui, ma foi, est plutôt bien faite et assez complète. Donc là, le but, c'est plutôt de présenter. Alors, la première chose à faire quand on a un oscilloscope, un nouvel oscilloscope, c'est bien sûr de compenser les sondes. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Donc, pour faire ça, on va les connecter. Alors, il y a un truc là, il y a un utilitaire qui permet justement de le faire. Donc là, on choisit la sonde, on fait check. Voilà. Maintenant, c'est très simple. Il suffit de régler, je rappelle, pour que voilà, les créneaux là soient le plus plat possible. Voilà. Donc là, il y a ce qu'on appelle sous-compensé, surcompensé, et là, on va dire correctement compensé. Voilà, donc là on fait finish, et maintenant on va pouvoir faire pareil pour la deuxième sonde, check, donc la bleue, qui elle, là, voilà, on voit, n'est pas bonne, ça c'est pas propre non plus en tech, hein, c'est vrai pour tous les oscilloscopes, donc voilà, c'est même plutôt pas mal, je trouve, ce petit assistant, voilà, donc ça c'est important, hein, si la sonde n'est pas correctement compensée, je rappelle que ça peut donner des fausses mesures, et ça altère aussi la bande passante. Donc là on va faire finish, voilà. Bon après ils le font en x1, mais c'est plus une vérification. Je rappelle que ce qui est vrai aussi pour tous les oscillos, hein, c'est que ces sondes hein, qui sont en x1, x10, quand elles sont en x1, la bande passante est très limitée. Hein. Elle serait de l'ordre de 5 ou 6 MHz. Et que si on veut vraiment profiter de la bande passante, voilà, il faut bien les compenser. Normalement, une fois que c'est fait pour un oscilloscope, si les sondes, on ne les change pas de place, il n'y a plus besoin d'y revenir, hein. C'est rare que ça bouge. Alors sinon, cet oscilloscope-là, il a un truc intéressant, ça j'aime bien. Et voilà, on a la possibilité très rapidement d'un seul bouton de revenir au réglage par défaut. Et il a un auto-set. Hein, ça, voilà, c'est le truc magique qui permet, voilà, en appuyant, de faire plein de choses. Et on peut voir que, voilà, multi-cycle, single cycle, on peut choisir, voilà, le genre de... Qu'est-ce qu'on veut, en fait, examiner. Donc là, on voit, par contre, c'est un petit peu lent à réagir, mais ça le fait. Voilà. Donc, en gros, c'est différents types d'autosets. Et on retrouve ici, donc, de façon très classique, voilà, le réglage de la base de temps et là les réglages de position. Voilà, ici, tac. On a un certain nombre de mesures par défaut là, qui nous donnent la tension pic-pic, la moyenne, la fréquence et la période. C'est un 8 bits, ce qui veut dire que la résolution verticale est limitée à 256 valeurs, on va dire, sur l'écran.
Mais ça, voilà, c'est pareil, il y a pas mal de silos d'entrée de gamme qui sont comme ça. Et là, on a voilà, la possibilité d'afficher différentes choses. Donc après, c'est relativement très classique. On peut évidemment, là, on peut voir choisir la source de synchronisation et voilà, régler le niveau de synchro. Hein. Ça répond plutôt bien. Ça, je veux dire, enfin, voilà, on voit qu'il y a quand même pas trop de lag sur les commandes et que ça répond. Et ça, c'est plutôt, je veux dire, une bonne chose. On peut bien sûr choisir d'avoir qu'une seule voix ou pas. Bon, sur les voix, voilà, on peut choisir le couplage, limiter la bande passante 20 MHz pour avoir moins de bruit, choisir les sondes. Alors attention, les sondes, voilà, on voit qu'ils cherchent que x1, x10, x100, x1000. Alors ça, des fois, ça peut être gênant, c'est qu'on utilise par exemple des sondes différentielles qui font du x50 par exemple. Là, on voit que c'est pas ajustable. Après, de façon assez classique, on a la possibilité là d'avoir menu hiding function. Alors là, par contre, voilà, il dit qu'on peut pas cacher le menu quand on est dans ce mode double. Bon, ça c'est bizarre, mais enfin bon, pourquoi pas. Là, c'est le mode classique zoom, hein, qui revient un petit peu à une dual base de temps, qui permet là d'afficher, voilà, un petit peu de façon zoomée une partie du signal. Et là, on peut voir la partie qu'on zoome. Voilà, par exemple, enfin, ça c'est assez classique. Hein, si je veux, par exemple, zoomer sur là le temps de montée, on peut le faire. Donc ça répond aussi pas mal. Jusqu'à maintenant, ça marche pas trop mal. Après, c'est assez bizarre quand même que dans ce mode-là, voilà, on puisse pas cacher les menus. Bon, enfin, il doit y avoir une raison à ça. Alors, avant de continuer, il y a deux choses importantes. Hein. Une fois qu'il a bien chauffé, normalement, il faut, hein, on peut le voir là dans Utilities, faire une self-calibration. Ça, généralement, c'est bon pour le faire. Alors, il y a aussi la possibilité de mettre à jour le firmware. Alors là, il y a un truc qui est un petit peu dommage, c'est que il donne software version. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Le seul truc, c'est que quand on va sur le site Dantec, ils donnent une version, ils disent voilà la dernière version du firmware, ils donnent une date, mais ils donnent pas le numéro. En gros, c'est très difficile de savoir si on est à jour ou pas. Alors, ce que je vais faire quand même, hein, de façon à bien présenter la dernière version du software, eh ben, je vais le mettre à jour et refaire une self-calibration de façon vraiment à partir avec un appareil, on va dire, up-to-date. Alors, pour faire la mise à jour, donc j'ai téléchargé sur le site Dantec, pas Antec France, hein, antec.com, la dernière version. Donc on insère, d'après ce que j'ai compris là, une clé USB. On va dans Firmware Update, Insert USB machin, F5 to confirm. Donc confirme. Et là, il nous dit que ça se met à jour. Donc bien sûr, il ne faut pas l'arrêter pendant ce temps-là. Please restart the oscilloscope. Bah, a priori, il le fait tout seul. Donc là, j'ai un écran bleu. J'espère que ça ne va pas rester comme ça. Non, a priori, ça a bien redémarré. Alors, on va en profiter pour vérifier. Donc maintenant, la version où on est. On était en 3.4, d'après ce que j'ai vu. Et là, on est en 3.4.0, mais a priori qu'un numéro de version quand même supérieur. Bon, enfin. Voilà, donc là, on va dire que je suis à jour. Alors, on va aussi faire la self-calibration. Donc pour ça, ils disent de bien déconnecter toutes les sondes. Voilà, et de faire F5 pour confirmer. Et voilà. Donc là, ça va durer un certain temps. On va le laisser faire gentiment. Et après, ce que je vous propose, ça va être de faire déjà des mesures, déjà de bande passante. J'ai branché le système sur mon générateur Tektronix, là, qui monte jusqu'à 250 MHz, qui est en plus bien étalonné et je veux dire de confiance. Hein. D'ailleurs, comme on le verra tout à l'heure, hein, si je le mets sur un autre oscilloscope, on voit qu'il donne un signal parfaitement convenable. Et là, je suis sur un signal de 10 MHz. Et voilà, si on fait un autoset, hein, voilà exactement ce qu'on a. Moi, je l'ai branché. Pour info, j'ai branché l'arrivée sur une terminaison 50 ohms sur l'entrée, ce qui permet en fait de la mettre en x1
et de ne pas prendre en compte, on va dire, la sonde. Et l'entrée 2, justement, je la reprends ici, mais justement en x10 sur la sonde. Le fait de faire ça, ça va permettre justement déjà de voir l'influence de la sonde sur le signal, on va dire, le meilleur, qui a priori serait ici. Alors c'est vrai que de mettre la sonde là, ça rajoute un petit peu de capacité à l'entrée, mais enfin, vraiment, c'est quand même négligeable. Donc là, il nous donne un pic-to-pic de 1,96, et là, pour le coup, c'est assez bon. Je veux dire, le vrai signal, il fait 2 volts, 96, il est dans ses specs, il n'y a rien à dire. Alors, on peut déjà voir quand même un truc notable, qui est qu'il y a un déphasage entre deux signaux, mais ça, par contre, c'est normal, dans la mesure où le câble de la sonde introduit un déphasage, et ça, c'est pas un défaut du scope. Je pense que si on mettait les deux voies, je veux dire, enfin, en parallèle, on n'aurait pas ce problème. Alors, on va monter un petit peu en fréquence. Donc là, je vais aller à 50 MHz. Alors, 50 MHz, déjà, on peut voir quelque chose. Voilà, on voit qu'il y a une espèce de gigue qui apparaît. Hein, gigue qu'on va observer de façon plus importante tout à l'heure. Et là, on voit que bon, la bande passante, elle est encore à peu près bonne, 1,9, 1,92. Déjà à 50 MHz, ça baisse un peu, hein, c'est quand même pas normal. Maintenant, si je vais là à 100 MHz, donc normalement il devrait se balader, hein, il devrait être, enfin c'est un scope donné pour un 200 mégas. Là, alors là, on voit que c'est de pire en pire, on a cette espèce de gigue là qui est, à mon avis, due à des défauts. Et là, on voit que pic to pic, on passe à 2,52. C'est-à-dire que quand il arrive à ce niveau-là, il surestime. Et on va le voir tout à l'heure en mode vobulation, ça veut dire que sa courbe de réponse n'est pas vraiment top banane. Et là, on va continuer par 150 MHz. Donc là, pareil, toujours de 8. Alors là, on voit qu'en plus, on commence à avoir une atténuation de la sonde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Vu que l'atténuation, c'est une sonde de 200 MHz, donc son atténuation s'ajoute à celle du scope. Et là, on va aller à 200 MHz. Voilà. Là, à 200 MHz, on voit que cette espèce d'ondulation devient pire que tout. Là, je suis à fond là, du balayage. Et là, on voit nettement l'atténuation du deuxième signal. Hein. Là, ça veut dire que, par exemple, si on fait mesure, voilà, on voit que la voie 1 via en direct, elle est 1,48, alors que la voie 2 via la sonde x10, elle descend à 0,72. Et on voit encore cette énorme instabilité ici qui est vraiment pas top. Alors au début j'ai pensé que c'était peut-être dû au fait d'avoir les deux voies, mais en fait non. On peut voir là que ça change absolument rien. Donc là vraiment ça c'est pas, enfin je veux dire c'est pas du tout bon. C'est encore, ça se ferait qu'à 200 MHz, mais c'est pas, ça le fait même comme on peut le voir avant. Alors au niveau même de son acquisition, même si on fait le fameux egg time, voilà, qui est censé être meilleur. En fait, qu'est-ce que fait Equivalent Time? C'est qu'il fait en fait du suréchantillonnage. C'est-à-dire que en gros, à chaque balayage, il décale un petit peu et il rééchantillonne de telle façon à, je veux dire, faire comme s'il échantillonnait plus vite. Alors c'est bien sûr quelque chose déjà qui n'est utilisable que sur des signaux vraiment périodiques. C'est-à-dire sur des signaux qui se répètent pas, ça fonctionnerait pas. Et on voit que ça donne de la stabilité un petit peu, mais on retrouve quand même là les énormes niveaux de bruit. Enfin, je veux dire, ça ne résout pas le problème. Bon, alors, juste pour bien montrer que le défaut ne vient pas de mon générateur, là, on voit le signal sur mon Rode Schwartz, un signal de 100 MHz. On peut voir qu'il est parfaitement sinusoïdal et stable. Donc là, si je le débranche d'ici avec cette terminaison et que je le branche sur le Antec, exactement le même signal. Là, on fait un autoset, donc on voit qu'il détecte bien un signal à 100 MHz, mais comme on peut le voir, il est déjà atteint de gigs assez importantes. Même là, voilà, single side, donc voilà. Donc, et attention, il a déjà là qu'à 100 MHz, c'est-à-dire qu'il n'est pas au mieux de sa bande passante. Donc là, il nous donne un pic-to-pic de 2,58, donc déjà, l'amplitude, la vraie amplitude, elle est de 2. Donc là, on voit qu'il la surestime en même temps. Et si je vais à 200 MHz, voilà, donc là, bah, c'est pareil, comme on peut le voir, c'est nettement pire ici. Hein, d'ailleurs, voilà, on voit les points d'échantillonnage. Et là encore, j'ai qu'une voie. Hein. Si je mets les deux voies, bah, voilà, les points, on les voit encore plus.
Hein, donc là c'est vrai que je me suis mis en mode ici display points pour les voir. Bon, après là on est en extrapolation, enfin bon, c'est qu'un truc d'affichage. Donc là voilà, c'est avec les deux voies, voilà exactement le signal qu'on voit à 200 MHz. Donc manifestement c'est vraiment pas top du tout. Il y a quand même un sacré problème. Donc là on baisse, donc à 100 MHz on a encore le problème. Et là si on baisse, on voit que même à 40 MHz, voilà, il y a quand même des instabilités. Ouais, on va dire qu'à 10, là, ça commence à devenir plus acceptable. Enfin voilà, je veux dire, à 10 MHz, ok, on a un truc qui tient la route. Pour un oscilloscope qui est donné à 200, je trouve que ça fait quand même, voilà, déjà, on voit bien, déjà, là, à 50 MHz, voilà, déjà, ce qu'on a, c'est quand même pas du tout ce que donne le générateur. Donc là, on peut quand même clairement dire que un gros souci avec cet oscilloscope. Donc ça, c'est pas bon. Alors justement, on va regarder maintenant ce que ça donne justement en mode vobulation. Voilà, donc là, je suis en mode avec une seule voix. Voilà, et j'ai mis une vobulation, là pour l'instant en mode linéaire, qui va de 1 MHz à 250 MHz. Alors déjà, on voit un truc qui est assez bizarre des fois, c'est qu'il y a un petit peu de l'instabilité sur le déclenchement, mais enfin bon. Voilà, alors le bout qu'on voit ici, c'est un hold que j'ai mis pour bien voir le début sur le vobulateur. Donc là, on voit clairement que la bande passante, elle est pas bonne. D'ailleurs, on voit que pour passer à peu près ici, ce que j'ai pu voir, c'est de l'ordre de 80, dans les 80 MHz, on voit nettement là l'augmentation, ce qui explique tout à l'heure pourquoi la mesure était faussée. Et là, après, voilà. Bon, là, ça commence à se casser la gueule, c'est normal, on va dire, c'est du... on dépasse sa bande passante, mais on peut voir que c'est vraiment pas terrible. Hein, d'ailleurs, si on fait le scan jusqu'à 200 MHz, voilà. Voilà, donc là, je scanne ici jusqu'à 200 MHz, voilà, on voit quand même nettement cette ondulation aussi dans la bande passante, qui est pas top. Alors attention, hein, c'est pareil, là, ici, on est en linéaire, si on regarde en logarithmique, là, on voit que c'est quand même, sur le début de la gamme, c'est quand même bien meilleur et que ça merde vraiment plutôt en fin. Alors si on met les deux voies, voilà, on peut voir que avec la sonde, à part qu'il y a encore plus d'atténuation, comme on le voit, donc là on peut peut-être, voilà, pour bien voir les deux, voilà, donc là on voit que on retrouve à peu près le même défaut, mais que c'est un petit peu atténué. Là par la sonde. Si on va jusqu'à 250 mégas, là si on monte, voilà. Donc là déjà je comprends pas pourquoi en fait il se synchronise vraiment bizarrement. C'est assez space. Enfin voilà. Là on voit qu'avec la sonde, comme prévu, l'atténuation là a passé, on va dire cette partie-là, là, elle descend énormément. Et beaucoup plus forte, parce que, bon, voilà, encore une fois, l'atténuation de la sonde se met dessus. Bon, enfin voilà, donc c'est ce que déjà jusqu'à présent on peut dire. On peut dire que ce scope, en gros, pour moi, passé 40 mégas, il commence à donner des fausses mesures et il est vraiment pas adéquat. Faut pas oublier quand même qu'il est vendu comme un 200 mégas, hein, donc là vraiment, c'est pas à la hauteur. Bon, maintenant on va faire d'autres mesures pour voir. Alors, comment il se comporte justement, on va dire, à des fréquences un peu plus basses. Donc là, par exemple, je fais un signal de sinusoïdal de 10 mégas. On voit encore, c'est un peu de variation, mais enfin, on va dire que c'est à peu près acceptable. Par contre, déjà, là, on voit que, bien sûr, si je passe sur un signal rectangulaire, on peut voir que il est pourri. Mais ce qui fait qu'il apparaît comme ça pourri, c'est exactement les mêmes défauts qu'on a vu sur la bande passante, hein, dans la mesure où, comme il a des ondulations, des choses comme ça, il réagit pas bien du tout. Alors, 10 MHz, c'est pourtant pas une fréquence vraiment inacceptable. Ça veut dire que là, si j'utilise cet oscilloscope avec une horloge de 10 MHz, qui est très bonne, hein, je rappelle que là, j'utilise un générateur de compétition qui donne des signaux vraiment parfaits, hein, qui sont avec un câble de bonne qualité, avec une terminaison de bonne qualité, et je vois ça à l'écran. Donc déjà, c'est même pas un problème de son ni de mesure. Déjà, pour moi, c'est pas vraiment acceptable. Alors, on peut descendre la fréquence si on se met à 1 MHz. Enfin bon, si c'est pour descendre si bas en fréquence, et encore, on a encore là cet overshoot. Et voilà. Donc,
Pour moi, c'est pas vraiment... puis même là, on voit en bas, alors qu'il n'est pas en couplage manifestement alternatif, hein, il est en couplage DC. On voit même que le palier du bas, là, est pas vraiment droit, ce qui est vraiment, pour moi, pas normal. Alors, on peut regarder un peu la linéarité, hein, pour voir ça, on peut le voir avec un signal de rampe, comme ça. Donc là, bon, c'est pas ce que j'ai vu de pire. Là, c'est encore acceptable. Enfin bon, encore une fois, on est à une fréquence très basse, on est à 1 MHz. Là, par exemple, je suis au max que donne le générateur en triangle, 2,5. Bon, c'est, on va dire, encore acceptable. Et encore, on voit quand même des variations. Encore une fois, le signal, enfin, je comprends pas, il est vraiment très parasité quelque part, alors que au niveau de la sortie du génie, il est bon, hein. Quand je le regarde avec un autre scope, il est vraiment parfait. Et on voit même ces instabilités là au niveau du trigger. Donc honnêtement, c'est pas vraiment top. Alors, cet oscilloscope, il a un mode XY. Donc là, on peut aussi le tester. Donc pour ça, on va mettre 2 voix. Et on va essayer de se faire un petit lissajou voilà, à 1 MHz. Play, voilà, XY. Donc là, bah, problème classique aussi. C'est que bah, il échantillonne mal, hein. Alors après, on peut pas vraiment le régler dans ce mode-là. Ça veut dire que déjà à 1 MHz, il est complètement incapable de faire du mode XY convenable. Alors on peut après jouer éventuellement sur la persistance, hein. Donc là, on va lui mettre un déphasage pour justement qu'on voit mieux, parce que là, voilà, c'est pas terrible. Si on le déphase de 90, histoire d'avoir un rond. Voilà. Donc là, on l'a parce qu'on met une grosse persistance. Mais on voit que si il n'y en a pas, ça devient vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà, encore une fois, alors ça, bon, c'est, on va dire, un problème commun à tous les oscillateurs d'Antenna, mais ça veut dire que le mode XY, déjà à 1 MHz, faut oublier. Alors on peut essayer, est-ce qu'à 100 kHz c'est mieux? Voilà, on va tester ça, on va voir. À 100 kHz. Alors ce qui est bizarre, c'est que pourquoi il a diminué comme ça alors que j'ai pas changé la taille, c'est assez bizarre ma foi. Alors on va essayer 10 maintenant et un petit peu mieux, quoi. Enfin, voilà, ce qui veut dire que déjà on peut voir que le mode on peut l'utiliser, on va dire que à peu près jusqu'à 10 kHz on va avoir quelque chose de bien. Alors, pourtant il offre cette possibilité d'avoir la double vue là, comme on peut voir, qui est, ma foi, plutôt sympa. Donc là, voilà, si on fait varier la phase, on a quelque chose de correct. Enfin, encore une fois, pour un oscillo qui se veut performant, ça marche bien avec une fréquence de 10 kHz, quoi. C'est quand même hyper limité. Donc voilà, après on peut regarder un petit peu sa précision au niveau des mesures. Ah oui, alors dans ce mode-là, en même temps, il faut sortir du mode. Des fois, ça bloque. C'est assez bizarre. Faut revenir là en display. En fait, des fois au niveau de l'interface aussi, c'est des fois un petit peu space parce que il y a des commandes subitement elles disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin bon, c'est comme ça. On va faire des mesures par exemple sur un signal d'impulsion. Donc là, on va regarder ce qu'il nous dit par rapport à ce signal et on va regarder si au niveau des mesures qu'il donne, bah, c'est bon ou pas, quoi. Donc là, on peut essayer différentes mesures. Alors c'est pareil, c'est pas vraiment... Il n'a pas la possibilité d'avoir plein de mesures. Vraiment, au niveau du maximum, c'est à peu près bon. La fréquence, à peu près bon. Donc là, on va regarder... c'est comme ça qu'on choisit en fait les mesures. On choisit la mesure qu'on veut, voilà. Et là, par exemple, je vais rajouter le temps de montée, par exemple. Le temps de montée, il dit 10 microsecondes, donc ça, c'est plutôt bon. Là, il nous donne un décicle de 9,66 pour 10. Bon. On va dire c'est encore un petit peu dans... C'est plutôt bon. Donc là-dessus, voilà. Mais c'est toujours pareil. Ça marche à 10 kHz. Si je monte la fréquence, voilà, déjà, c'est pas vraiment réel, hein, ce qui donne. L'impulsion, elle est complètement déformée par rapport à ce qu'elle est réellement, hein. Faut que j'augmente déjà le temps. Mais ici, voilà, on voit déjà qu'à 10 MHz, les temps de montée sont pas bons du tout, hein. Là, on va revoir ce qu'il nous dit en
en temps de montée par exemple. Là, le duty cycle, il me donne 49. Bon, ok, on va varier un petit peu pour voir. Là, je suis à 30. Alors là, c'est normal, il faut un peu plus. Là, ça va encore. Par contre, c'est au niveau des temps de montée que c'est vraiment pas bon. Hein. Voilà, là, il me donne un temps de montée de 16 nanosecondes, alors qu'il est de 10. Donc, voilà, il est complètement dans les choux. Alors, et ce scope, il a quand même une chose qui, je trouve, est intéressante, et qui on voit pas forcément sur les oscilloscopes, on va dire, enfin on voit pas souvent sur les oscillos et surtout sur de l'entrée de gamme, c'est ça, c'est que là par exemple j'ai deux signaux qui sont complètement pas en phase, c'est-à-dire j'en ai un à 10 kHz et l'autre à 24 kHz. Sur un oscilloscope traditionnel, bah, si je me synchronise sur l'un, l'autre on voit qu'il peut pas être synchronisé. Or là, il y a la possibilité d'avoir synchro alterné, comme on voit ici, et ce qui permet de les visualiser. Alors bien sûr, au niveau cohérence temporelle entre les deux, c'est n'importe quoi, mais ça permet quand même de les visualiser de façon stable. Donc ça, je reconnais que c'est un bon point pour cet oscilloscope qu'on a bien besoin. Donc là, on peut regarder éventuellement la FFT vite fait. Alors là, c'est pareil. Quand on est comme ça, il y a des touches qui marchent plus. Ça, par contre, c'est aussi relativement assez désagréable. Parce que là, par exemple, je vais enlever la voix, là, bah, je peux plus. C'est-à-dire qu'en fait, manifestement, le fait d'être en mode alterné, on n'a plus possibilité d'enlever la voix. Bon, ok, il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'ici, il faut retourner dans Trigger, et il faut aussi changer de mode pour que maintenant, on puisse l'enlever. Voilà, bon. C'est pareil, c'est pas réellement ergonomique. Une fois qu'on le sait, pourquoi pas. Mais enfin, bon, pour moi, ça c'est quand même limite bug. Alors, on va regarder vite fait la FFT. Donc, on se met en mode mat. Je suppose que là, il faut qu'on choisisse FFT. Voilà. Et donc là, on peut choisir la source, que c'est assez standard. Et on peut choisir différents types de fenêtrage. Hein, c'est pas le but de la vidéo, en fonction qu'on veut plutôt de la précision et du type de signal. Donc là, bon, on peut partir là-dessus. Donc là, si par exemple, je me mets en rectangulaire, je devrais avoir plein d'harmoniques. Bon, là, ouais, a priori, ça le fait. Et encore, je trouve que ça baisse beaucoup, parce que dans la réalité des harmoniques, là, il devrait y en avoir sans doute un peu plus. Bon, enfin, bon. On va dire que c'est la FFT classique. Eh ben, comme disait Jules, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Qu'est-ce que tu dis, Maurice? C'est con, tu n'as que 19 chaises. Ah, ouais, bon. Alors, que dire bon, je vous montre pas tous, je vais pas faire une vidéo de 15 jours. Enfin bon, j'ai fait quand même pas mal de tests avec cet oscillo. Et, bon. Globalement, on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Enfin, mon sentiment, c'est que je suis pas déçu, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je m'attendais à pas avoir un truc hyper top, et j'ai pas eu un truc hyper top. Maintenant, en fait, le vrai problème, c'est qu'il n'est pas réellement en adéquation avec ce qu'il promet. Il est né pour 200 MHz. Voilà, donc en fait, celui qui l'achète pourrait s'attendre, sachant que c'est de l'entrée de gamme, pas des performances de la mort, avoir quand même un truc relativement exploitable. Or, on s'aperçoit que, on va dire, passé 40-50, il est quasiment plus utilisable. Donc, c'est ça qui me gêne, en fait. Très souvent, ça, je comprends pas cette cause des constructeurs où, pour moi, ils se pénalisent, je veux dire, en essayant de vendre, de survendre leur truc. Honnêtement, ce scope, il aurait été dit, c'est un 70 mégas. Eh ben, je lui ai donné sans doute une note relativement bonne, parce que, je veux dire, c'est pareil, c'est de l'entrée de gamme, enfin, je veux dire, basse fréquence, fait le job, il est relativement bien calibré. Bon, l'ergonomie à l'escalier, mais enfin, j'ai vu pire. Enfin, voilà. D'ailleurs, pour info, il existe en 70 mégas, ce modèle-là. Et, à la limite, si vous l'achetez, je vous conseille de prendre ce modèle-là, parce qu'à mon avis, de prendre une bande passante plus élevée ne donnera rien de plus. Donc voilà, finalement, je veux dire, si ce scope, on considère que c'est pour faire, enfin, de la BF, je veux dire, voilà, on considère comme un scope 20-50 mégas, je pense que c'est un scope qui, par rapport à son prix, est tout à fait acceptable. Et dans ce cas-là, je veux dire, je lui donnerais, je sais pas, 12-13 sur 20, parce que il fait le job, hein, je veux dire, voilà, quelqu'un qui dépanne des amplis, qui fait des trucs comme ça ira bien. Par contre, si on cherche vraiment à avoir un peu plus de performance,
avoir de la bande passante, de pouvoir regarder des signaux plus élevés. Ah non, je peux pas lui donner la moyenne, parce que vraiment il tient pas ses promesses, quoi. Je retrouve en fait toujours un petit peu, malheureusement, ce que j'ai toujours vu un petit peu chez Antec, c'est ça, c'est qu'on est déçu par rapport à ce qu'ils annoncent et la réalité. Alors, ce qui est quand même mieux par rapport à d'autres matériels Antec que j'ai testés, c'est que globalement, j'ai pas vu de gros bugs, il s'est jamais planté, il répond assez bien, l'ergonomie elle est ce qu'elle est. Alors, pour info, je voulais pas montrer, mais il existe en plusieurs langues et on peut choisir français. Alors après, le problème c'est que ça c'est pas propre en texte, c'est que quand on met en français, bah, comme les mots sont plus longs et tout, souvent, enfin, je trouve que moi je trouve que c'est pire qu'en anglais, quoi. Après, ça mérite d'exister, donc on peut quand même, enfin, après, de toute façon, on peut choisir ça, je veux dire, comme on veut en anglais ou en français. On a vu que des fois, au niveau de l'ergo, c'est un peu, enfin, il y a des blocages qui sont un petit peu incompréhensibles. Sinon, on peut dire quand même que globalement, ça le fait. Bon, après, le look général de l'interface, personnellement, je l'aime pas, mais encore une fois, ça, c'est plus, enfin, c'est vraiment factuel. Je veux dire, c'est comme les goûts, les couleurs. Là-dessus, après, bah voilà, je peux vous donner moi ce que je ressens moi, mais en aucun cas, je veux dire, ça peut être pris comme chose de qualitatif. Pour résumer, bon, je vous mettrai le lien de cet appareil en commentaire de la vidéo. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous intéresse, parce qu'il faut reconnaître qu'il coûte pas cher, hein, et je crois qu'il est à 240 €, un truc comme ça, ce qui est vraiment pas cher pour un oscillo, mais enfin, ça serait pas cher pour un oscillo, un vrai 200 mégas. Maintenant, on voit que c'est pas vraiment à 200 mégas. Maintenant, on le trouve, je crois, encore moins cher si on prend le modèle, limité, je crois, à 70 mégas. Et à ce moment-là, je veux dire, enfin, je sais pas exactement à quel prix il est, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, pour info, il n'a pas de décodage de bus ou de trucs comme ça. Maintenant, bon, comme je vous l'ai déjà montré, on trouve des petits analyseurs logiques qui font ça très bien. Donc, enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Mais enfin, voilà, je dirais, pour moi, c'est plutôt un appareil, on va dire, vraiment entrée de gamme et pour une utilisation, enfin, on va dire, voilà, basique, amateur, plutôt BF. Ce cadre-là, on peut dire qu'il est acceptable. Donc voilà. Alors après, encore une fois, j'ai pas testé tous les Antec de la Terre. Il y en a qui me diront, ouais, mais il y a des nouveaux modèles, ils sont mieux, C'est bien clair. Moi, je vous dis pas qu'Antec c'est pas bien. Ce que je peux constater, c'est que c'est pas un simple ressenti ni du bashing primaire, hein. Vous avez vu comme moi les mesures que j'ai faites, hein, je les invente pas. Tiens, salut Maurice, ça gage Maurice. Tu voulais me poser une question, c'est quoi ta question? T'as des vieilles coquilles Saint-Jacques périmées, tu voulais savoir si tu pouvais les mettre au compost. La coquille de Saint-Jacques se compose-t-elle? C'est pas de question. Bon, enfin voilà, en tout cas, que Superscope vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.